11h09, je vous propose de commencer en dépit de ces quelques petites minutes de retard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce forum consacré ce matin à la thématique du logement et plus précisément des parcours résidentiels avec un intitulé que l'on a souhaité dynamique en préparant l'atelier sur le thème rendre possible et accompagner les parcours résidentiels. Sujet donc d'actualité qui, on va le voir ensemble, n'est pas sans poser quelques soucis de mise en œuvre concrets sur le terrain de façon opérationnelle. Dans ce cadre, pour évoquer ces différentes questions, autour de moi, Madame Charlotte Libert, vous êtes maire de Vincennes, coprésidente du groupe de travail Logement, Habitat, Hébergement de l'AMF. Thierry Repentin, maire de Chambéry, président du Grand Chambéry, également président du groupe de travail, coprésident de cette thématique. On a trouvé intéressant en préparant l'atelier avec les services de l'AMF, Hugo Demaille et Nathalie Fourneau, d'avoir des regards croisés de retour de terrain entre la métropole d'une part et l'outre-mer aussi, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir Philippe Ribaud, maire de Saint-Privat-des-Vieux, président de l'association des maires et des présidents d'intercommunalité du Gard. Soyez le bienvenu également. Madame Karine Traval-Michelet, du côté de Toulouse cette fois-ci, à Colomiers plus précisément. Et pour l'approche ultramarine, ou en tout cas pour sortir un petit peu de l'Hexagone, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Et monsieur Serge O'Haraud, maire de Petite-Île à La Réunion et président de l'association des maires du département de La Réunion. Poursuivons avec madame Véronique Bédag qui préside Next City, animatrice de la déclinaison logement du Conseil national de la refondation. On va en parler tout à l'heure. Et madame la ministre Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Soyez la bienvenue parmi nous pour aborder ces questions. On abordera ces différentes thématiques en deux temps, avec un temps de questions-réponses avec la salle des échanges aux alentours de 11h30 midi à peu près. L'idée étant, dans cette première séquence déjà, de vous interroger, vous les deux coprésidents, pourquoi avoir choisi ce thème du parcours résidentiel aujourd'hui ? Bien, merci de nous laisser la parole. Madame la ministre, merci d'être avec nous ce matin pour évoquer ce sujet qui est vraiment un sujet qui nous préoccupe, nous, en tant que maire, parce que nous avons des difficultés à répondre à ce qui est probablement un de nos rôles essentiels, c'est-à-dire répondre à la demande de nos habitants pour se loger de manière assez simple et de pouvoir surtout répondre à leurs différents types de besoins, puisque toutes les collectivités, mais aussi tous les parcours de vie sont différents, et donc il faut que nous puissions, nous, en tant que maire, organiser au mieux ce parcours résidentiel. Et pour ça, il va falloir nous aider parce que nous sommes dans un moment de crise, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un sujet évidemment majeur. Alors je le disais, un maire, il doit organiser, autant que faire se peut, répondre à la demande de ses habitants. Et pour ce faire, je pense qu'il y a vraiment une demande qui est forte de soutien vis-à-vis de la construction, on y reviendra tout à l'heure, de tous les types de logements, pas que du logement social. Je pense que chacun n'aspire pas nécessairement à rentrer dans un logement social. C'est pas son parcours de vie, c'est pas nécessairement ses aspirations. Donc, on souhaite peut-être avoir à un moment un logement étudiant parce qu'on est jeune. On souhaite ensuite être primo-accédant et ainsi de suite. Donc, c'est bien de travailler sur le logement social et il faut encore nous aider et aller dans ce sens. Mais je pense qu'il faut aussi nous aider simplement à faire en sorte que le parcours de vie dans sa totalité soit évidemment regardé. Je vais vous donner un exemple pour vous dire comment nous sommes confrontés tous à des situations à peu près similaires. On a tous en tête l'exemple de la dame de 80 ans qui est dans le logement social, qui est dans un T4, et qui, pour des raisons de ressources, essentiellement, aimerait bien pouvoir quitter ce logement pour pouvoir en sortir et revenir sur des sujets, sur un logement qui est plus adapté à ses ressources, qui aimerait bien avoir un T2 et non pas un T1, parce qu'à 80 ans, quand on a vécu toute sa vie dans ce même logement, eh bien forcément, on a besoin de recevoir ses petits-enfants, etc. Donc, on a tout un panel d'outils aujourd'hui législatifs qui nous empêchent, nous, en tant que maires, d'organiser cette mobilité. Mon premier message, et je pense que l'ensemble des maires ici le partagera, c'est que nous souhaitons que la mobilité au sein du logement social, et ensuite je m'arrêterai sur le logement social, soit organisée et que les bailleurs soient vraiment incités avec des outils législatifs à faire en sorte que cette mobilité existe au sein de nos communes. Et puis ensuite, il faut vraiment nous aider sur la partie construction,
et rénovation, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de construction, mais je crois qu'on rediscutera de ce point, il s'agit surtout de rénover, de parfois refaire la ville sur la ville, parce que les fonciers sont chers, ils sont rares, et il faut donner les outils pour qu'on puisse reprendre plus facilement des biens abandonnés, pour qu'on puisse être aidé sur le plan de la reprise du foncier, pour que, voilà, on a tout un tas de sujets très techniques que l'AMF a portés d'ailleurs pendant des semaines, et sur lesquels il faut absolument qu'on avance parce qu'on a une relative urgence. Donc cette question du parcours résidentiel, c'est une question cruciale, Madame la Ministre, parce qu'on sent que c'est aussi le terreau d'une colère locale qui est très forte et qui par ailleurs a des effets aussi, et on va se le dire, sur la capacité de notre pays à avoir une démographie en hausse. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus là parce que les parents ne peuvent juste plus les loger. Donc voilà, toutes ces questions, elles sont importantes. Excusez-moi, j'élargis un peu le débat, mais je sais que mon ami Thierry va juste recentrer ça sur la question relative de la construction. Thierry, je te laisse la parole. Alors, construire, effectivement, rénover. Thierry Repentin, comment articuler ces impératifs dans un contexte de crise, précisément? Alors, je vais me lever, comme ça c'est plus simple pour celles et ceux qui sont derrière. Et Charlotte ne peut pas le faire parce qu'elle est comme la filière logement, elle est claudicante. Elle ne peut marcher que sur une jambe actuellement, et c'est ce que l'on vit, je crois, à l'échelle du logement dans notre pays. On parle ce soir de parcours résidentiel. Chacun comprend ce que ça veut dire. C'est qu'aux étapes de la vie, vous avez des attentes en matière de logement qui sont substantiellement différentes. Vous pouvez commencer par parfois du logement d'urgence, puis ensuite intégrer du logement social, de droit commun, muter dans le logement social, aspirer éventuellement à devenir accédant à la propriété avec des dispositifs qui vous permettent d'être avec de l'accession aidée, de l'accession sociale, aller aussi dans du locatif privé qui a été aidé éventuellement par des produits de défiscalisation qu'on connaît ou qu'on a connus par le passé, comme le Pinel et d'autres choses, voire même devenir accédant à la propriété sans être aidé par qui que ce soit, en achetant un appartement, en construisant une maison. Et on voit bien donc du coup que pour que le parcours résidentiel puisse se faire, il faut que tous ces segments soient au rendez-vous. Tous ces segments. Et il ne faut surtout pas faire s'opposer, privilégier un segment à l'autre. Il faut que la nation, les collectivités locales, la puissance publique s'intéressent à tous ces segments et que dans le débat public, au Parlement, on ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre, car si un segment ne fonctionne pas, on est sur une thrombose collective. Et si on m'a demandé de faire l'introduction, c'est aussi pour dire que le parcours résidentiel, aujourd'hui, il ne peut pas se faire parce qu'on est sur une crise de quasiment tous ces segments aujourd'hui. La crise du logement social, elle est réelle. On a construit dans notre pays jusqu'à 115 000 logements sociaux par an. On a été à 80 000. Et si on réfléchit un peu à l'avenir, je prends le pari que nous serons probablement à moins de 70 000 dans les 2 années qui viennent. La filière de la promotion immobilière, il y a beaucoup de maires ici. Moi, je vois des opérateurs qui ont répondu à des appels à manifestation d'intérêt sur mon territoire il y a 2 ans. Ils ont disparu du paysage. Et les grands réseaux, aujourd'hui, sont en train de recalibrer leur réseau au niveau national pour tenir compte de cette crise qui existe. Et puis, dans le parcours, pour rentrer dans le parcours du logement social, dans les commissions qui sont là pour voir les dossiers, on est à moins de 50% de nouveaux entrants par rapport à ce qui se passait il y a 3 ans. Moins 50% de gens qui rentrent dans la première étape, en quelque sorte, de ce parcours résidentiel, ce qui veut dire que, en même temps, ce parcours se paupérise, car quand vous êtes dans une crise, vous allez privilégier celles et ceux qui en ont le plus besoin, donc les plus précaires. Donc pour le parc HLM, c'est une précarisation. On ne peut plus en sortir parce que l'accession à la propriété, y compris avec le renchérissement des coûts de la construction, les taux d'intérêt des établissements bancaires qui ne suivent pas forcément, ça fait là aussi une thrombose et il n'y a plus de rotation. Bref, vous disant cela, je ne veux pas être pessimiste et on va voir quelles solutions on peut avoir collectivement pour dégripper tout cela. Mais le logement et souvent les mobilités, c'est intrinsèquement lié, sont souvent les 2 sujets sur lesquels, aujourd'hui,
crois qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut agir. Ça a été le cas au Conseil national de la refondation, on en reparlera, où toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur les sujets du logement, de la Fondation Abbé Pierre, Annexity, premier opérateur privé des France, ont fait des propositions au gouvernement pour dégripper chacun de ces segments. C'est une impérieuse nécessité. Habitat Humanisme chez moi, mais aussi le président du MEDEF départemental ont les mêmes attentes. C'est, d'après le mot de quelques ministres passés, une bombe sociale. Il y a aujourd'hui effectivement des ressentiments sur ces questions qui ne sortent pas, mais qui pourraient amener un jour des mouvements type Gilets jaunes, comme on les a connus, parce que nous, on parle de chiffres. 450 000 logements il y a quelques années, 250 000 probablement cette année, peut-être qu'on ira sous les 200 000. C'est des chiffres pour nous, ici, mais c'est des réalités humaines que l'on vit sur nos territoires. Merci, Monsieur Repentin. Contexte de crise au niveau national en matière de construction, on l'a compris. Sur le terrain, on entend souvent dire que le maire est le premier rempart, ou le premier interlocuteur en tout cas, vers lequel va se tourner l'habitant lorsqu'il va être en situation de recherche d'un logement. Alors sur le terrain précisément, on peut s'interroger en croisant les regards là encore. Philippe Ribaud, donc vous présidez l'association des maires et des présidents d'intercommunalité du Gard, je le rappelle, et vous êtes maire de Saint-Privat-des-Vieux. Est-ce que vous observez, vous, concrètement, des évolutions dans les demandes des administrés lorsqu'ils vont toquer en mairie par rapport à des questions de logement? Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, chers collègues élus, Madame la Présidente. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir invité des maires qui représentent chacun des diversités de territoires importantes. Et je suis certain qu'à la fin de la conférence, vous verrez de la conférence, vous aurez une grande cohérence de pensée entre les différents maires, quelle que soit leur situation personnelle, la situation personnelle de leur commune. Alors oui, effectivement, on peut distinguer face aux évolutions sociétales, à la fois, je crois qu'il y a deux problématiques, le desserrement des ménages ainsi que le vieillissement de la population, qui amènent à connaître des situations qui font que les petites surfaces sont particulièrement recherchées. Ça a été évoqué par mes deux collègues, et nous souffrons particulièrement d'un manque de petites surfaces, notamment des T2, des T3. Pendant un certain nombre d'années, ça n'est plus fait, ni par les bailleurs, ni par les opérateurs privés. Et c'est un vrai sujet à l'heure actuelle, où vous avez des jeunes qui vivent chez leurs parents, qui reviennent vivre chez leurs parents, des personnes âgées, ça a été cité par ma collègue, qui ne peuvent plus entretenir, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons physiques, des appartements ou des villas trop grandes, et qui se retrouvent sans solution et dans des situations particulièrement dramatiques. Alors construire des surfaces plus petites, ça nécessite des moyens. Je pense qu'on va parler beaucoup de moyens, parce que c'est un des sujets que l'on ne peut éviter. Pourquoi des moyens? Parce que construire des logements plus petits, ça coûte plus cher. Quand vous tournez vers des bailleurs, vers des opérateurs privés, ils vous le disent, ils préfèrent construire un T4 qu'un T2, parce que 2 T2, ça coûte plus cher à la construction qu'un T4. Ça coûte également plus cher parce que le foncier, c'est renchéri, qu'il faut optimiser les coûts. Et donc, on se retrouve dans des situations particulièrement compliquées, avec des situations bloquées. Moi, sur ma commune de entre 5 000 et 6 000 habitants, j'ai une liste véritablement très importante de demandes de logement en attente. Voilà ce que je peux dire. Moi, je travaille beaucoup pour essayer mais peut-être on l'abordera tout à l'heure dans les solutions, avec différents outils que l'on abordera tout à l'heure pour essayer de pallier ces différents problèmes. Merci, Monsieur le maire. Vieillissement de la population, disiez-vous, desserrement des ménages, des situations bloquées du côté de Colomiers. Madame le maire, c'est aussi quelque chose que l'on observe sur le terrain? Alors bien sûr, comme le disait mon collègue, d'abord je salue Madame la Ministre, Madame la Présidente, chère Emmanuel, et l'ensemble des intervenants. On est tous dans la même situation. Alors, quelle que soit finalement la taille de la commune, moi je suis dans une ville très urbaine, plus de 40 000 habitants, 41 000 habitants, presque 30% de logements locatifs sociaux.
Et on constate exactement les mêmes contraintes que celles qui viennent d'être énoncées. La difficulté, c'est qu'avant, quand on parlait de parcours résidentiel, on était sur le parcours résidentiel, j'allais dire sortant. Comment les ménages qui étaient entrés dans le logement social pouvaient en sortir. Et on avait une palette d'outils pour aider à ce parcours résidentiel. Aujourd'hui, on est dans l'inverse. C'est-à-dire qu'avec la crise économique qui dure et qui se contracte aujourd'hui, et notamment la crise du logement, y compris du logement privé, on est dans un parcours résidentiel entrant. Et on a très peu d'offres. La problématique, il nous faudrait 200 000, construction de 200 000 logements locatifs, sociaux, j'insiste, par an. On y sera, mais pas du tout, Thierry Repentin vient de le dire. Et on a tout un tas de ménages qui arrivent du privé, qui ne peuvent plus s'y loger, parce que trop cher, parce que ne répondant plus à leurs attentes, et qui veulent entrer dans le logement locatif social. Donc on arrive à une situation extrêmement contrainte, qui est en effet proche d'une bombe sociale. Alors on verra, il y a quand même des solutions, mais il faut aider à ce choc de l'offre pour que dans nos villes et dans nos métropoles aussi, qui sont très attractives par ailleurs, qui continuent à être attractives. On vient de travailler, nous, au niveau de la métropole, de Toulouse Métropole, sur le document d'urbanisme, sur le POA, le fameux PLH de l'époque, pour que chaque commune prenne sa part, pour que chaque commune aussi soutienne cette perspective d'offres et de construction de logements locatifs sociaux. Alors nous, vous voyez, chers collègues, on manque de grands logements. Nous, on voudrait retenir les familles. On a des situations de départ de familles de façon trop éloignée, qui sont en suroccupation, qui sont rentrés, des ménages qui sont rentrés dans le logement locatif social. Jeunes couples, ils n'avaient pas d'enfants. Entre-temps, ils en ont fait 2 ou 3 et ils viennent me voir parce que le maire, c'est toujours le premier recours et le dernier espoir. Et ils me disent, vous comprenez, madame le maire, on vit à 5 dans un T2. Je dis, mais c'est pas possible. Mais oui, parce que, alors je dis, mais quel âge ont vos enfants? Ah ben ils ont 5 ans, 3 ans et regardez, j'ai le petit dernier. Ah, effectivement, quand on a donné le logement locatif social, ben, le premier, il n'était pas encore arrivé. Et entre-temps, ben, on n'a pas la capacité d'offrir à ce ménage et à cette famille dont on a besoin dans nos communes un logement plus grand. Et ça, c'est une catastrophe. Pareil pour les seniors. Ma collègue, elle a parlé effectivement de la mamie qui a toujours vécu dans son logement, qui occupe un T4 ou un T5. Nous, on voudrait le récupérer pour cette petite famille, mais il faut pouvoir offrir à cette mamie des conditions de vie et un accompagnement. Il faut faire des résidences sociales seniors. Voilà, il faut aujourd'hui démultiplier les outils, mais pour ça, il existe des choses. Mais pour ça, il faut ce choc de l'offre. Il faut que le logement privé aussi accompagne cela, parce que il n'y a pas que les bailleurs sociaux. Là, on est toutes et tous confrontés à la même situation. Voilà, donc c'est vrai que quelle que soit la taille des villes, leur situation, moi, ville très urbaine, encore une fois, 30% de logements sociaux, eh bien, il m'en faut encore davantage. Et je dois diversifier la palette des outils pour offrir des solutions à mes habitantes et à mes habitants. Ne serait-ce qu'à ceux qui sont là aujourd'hui. Très peu de rotation. On est à moins de 7%. Effectivement, en situation de décalage, moins de 7% de rotation, disiez-vous, besoin de choc de l'offre. Croisons maintenant les regards peut-être en dehors de l'Hexagone avec une approche ultramarine. Didier Laguerre, par exemple, vous êtes maire de Fort-de-France. Est-ce que sur le terrain, vous aussi, vous observez finalement une évolution des demandes par rapport à cette question du logement? Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre. Est-ce que j'observe une évolution de la demande de logement sur Fort-de-France? Fort-de-France, c'est une ville de 75 000 habitants, 32,5% de logements sociaux sur le territoire de la ville, entre 3 et 4 000 demandes de logement non satisfaites chaque année. Et à côté de ça, des quartiers d'habitat spontané, d'habitat populaire, dont une grande partie a été réalisée sur des terrains municipaux, avec l'accord et la bénédiction du maire de l'époque, Aimé Césaire. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une décroissance de la population, un vieillissement de cette population, une inadéquation totale entre
le type de logement disponible et la réalité de cette population, notamment personnes âgées. Une inadéquation entre les besoins de ces populations et de ces jeunes populations. Lorsqu'on affecte des logements sociaux, on réalise de la décohabitation. On a 1, 2, voire 3 générations dans un même logement. Et paradoxalement, sur le territoire de la ville, vous avez certains quartiers où il y a plus de 30% de vacances dans les logements. Vous avez plus de 5000 logements vacants sur le territoire de la ville. Et donc, on se rend bien compte qu'on est confronté à une problématique d'offre, mais on est confronté à une problématique d'adaptation des politiques que nous allons mener pour loger cette population. On doit pouvoir récupérer ces logements vacants, abandonnés, par des procédures beaucoup plus souples et efficaces pour permettre de les réhabiliter, pour permettre de les remettre sur le marché, à la fois pour faire du logement social, en diffus, en centre-ville, mais en même temps pour vraiment avoir un parcours résidentiel et permettre l'accession à la propriété pour une certaine partie de la population. Et ça sous-entend des moyens financiers, certes, mais au-delà des moyens financiers, ça sous-entend de la souplesse, de l'agilité dans les dispositifs, dans les financements, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas confronté au financement de l'ANA, qui ne peut pas compléter celui de l'ANRU sur le centre-ville de Fort-de-France, qui ne peut pas compléter celui de la LBU. Et donc, on a un projet de 25 millions avec résidence senior, résidence étudiant, terrain municipal. Il manque 2 millions pour boucler le plan de financement. Et on se retrouve obligé d'avoir un ministre, le maire, tous les directeurs des agences nationales qui viennent sur le terrain pendant 2 jours, 6 mois de rencontres avec les agences de l'État pour finalement boucler un plan de financement et sortir l'opération. Ben, si vous démultipliez ça et ces efforts à réaliser sur l'ensemble des besoins de logement, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Et donc, il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, il faut décloisonner les fonds de façon à ce que les fonds disponibles permettent de répondre aux attentes de la population. Sinon, nous perdons progressivement le crédit vis-à-vis de cette population. Et je conclurai sur ça. On est dans un pays, la Martinique, qui traverse une crise dite de la vie chère. On pense beaucoup à l'alimentation, mais il faut intégrer le coût du logement dans la problématique vie chère. Et nous sommes confrontés en même temps à un trafic de stupéfiants de grande envergure et à une immigration caribéenne qui ne se préoccupe pas de critères de logement, qui rentrent dans les maisons, les habitent, point trait. Vous imaginez le regard de la population qui attend depuis 3, 4, 5 ans une demande de logement social face à ceux qui pénètrent dans les maisons abandonnées et les occupent. Merci, monsieur le maire. Du côté de la Réunion, je vous voyais Serge Jouaro. Merci pour votre témoignage. Serge Jouaro, maire de Petite-Île, vous présidez l'association des maires de la Réunion. Je vous voyais hocher la tête au propos de monsieur Laguerre. Comment ça se passe sur votre île de la Réunion? Madame la ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues élus, je dois d'abord vous dire que le problème il est exacerbé sur notre territoire. Tout simplement parce que nous sommes sur une île et lorsque nous ne trouvons pas de logement à La Réunion, nous ne pouvons pas nous déporter dans le département voisin, qui est déjà lui à 1000 km, Mayotte, avec l'ensemble des problèmes qu'il doit aussi gérer. Ça vient compliquer, je dirais, la gestion du logement et du parcours résidentiel sur notre territoire. À La Réunion, vous savez, nous avons 40 000 demandes de logement en souffrance, auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Il y a une forte tension aussi bien sur le parc de logements aidés que sur le parc de logements privés, puisque La Réunion est aussi une île touristique et dans le privé, les bailleurs préfèrent faire de la location saisonnière avec beaucoup de moins de risques dans la gestion de leur patrimoine que d'ouvrir ce patrimoine à la location normale. Et forcément, cette tension dans le privé se reporte sur le logement aidé et vient complexifier le parcours résidentiel. On parle de 7%, mais chez nous, chez certains bailleurs, nous sommes aux alentours de 2-3%. Ça ne bouge plus. Quand on rentre dans un logement social, on n'en sort plus parce qu'on ne sait pas pouvoir retrouver un autre logement en dehors du parc de logement aidé. Donc c'est une vraie problématique, un vrai sujet. Et en ma qualité de président de l'association des maires, depuis 2021, nous ne cessons d'alerter les différents gouvernements. Madame la ministre, on vous interpelle à nouveau pour vous dire que chez nous, cette problématique du logement est essentielle. Ne pas avoir un toit, c'est ne
perdre sa dignité. Et nous avons besoin de redonner à notre population la dignité nécessaire pour pouvoir construire sa vie, tout simplement. Donc nous sommes aujourd'hui un peu à la croisée des chemins entre la nécessité de répondre aux besoins en termes de logement, je l'ai dit, 40 000 demandes de logement en souffrance, qui correspond à la fois des demandes pour pouvoir changer de logement, on parlait de mobilité, de changer de type de logement, mais il y a aussi ces demandes nouvelles qui arrivent auxquelles nous ne pouvons pas faire face, auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Certes, il y a eu des moyens financiers à travers la ligne budgétaire unique. Nous avons vu que ces dernières années, en termes d'engagement, nous avons été bons, mais en termes de crédit de paiement, nous sommes mauvais parce qu'en plus, nous devons faire face à des freins dans la construction du logement social et des freins que nous avons à toutes les échelles du parcours de la construction de logement. Donc c'est pour vous dire que chez nous, ce parcours est d'autant plus difficile parce qu'en plus d'être sur une île, nous avons encore une croissance démographique. Donc nous devons faire du logement à la fois pour pouvoir répondre à la demande estudiantine, mais nous avons aussi besoin de logements pour répondre au vieillissement de notre population. 25% de la population réunionnaise aura plus de 60 ans en 2030, c'est-à-dire demain. Donc, il y aura une nouvelle demande qui va apparaître et cette nouvelle demande de logement, il va falloir répondre à travers les résidences personnes âgées, personnes seniors, mais aussi à travers les EHPAD qui fait partie. Ces EHPAD font aussi partie du parcours résidentiel. Moi, j'ai tendance à dire que le parcours résidentiel, c'est de la maternité à la maison funéraire, jusqu'au cimetière. C'est ça le parcours résidentiel. Mais oui, nous y passons tous. C'est une réalité. Et aujourd'hui, nous avons au milieu, dans ce nœud, parcours familial, décohabitation, également la situation des familles monoparentales, où à un moment donné, on est en couple, on ne s'entend plus, et on doit aussi faire du logement d'urgence. Ça fait partie aussi du parcours résidentiel, le besoin en termes de logement d'urgence sur nos territoires. Donc vous voyez, tous ces problèmes doivent être gérés à l'échelle d'un département et avec toutes les difficultés auxquelles nous devons faire face. Merci, Monsieur le Président. On le mesure à un constat véritablement partagé aussi bien dans l'Hexagone que dans les Outre-mer. Revenons maintenant sur une dimension peut-être plus générale en matière politique. Le 1er octobre dernier, le Premier ministre, M. Barnier, a déclaré que le logement social ne devait être qu'une étape dans la vie. Alors, je reprends ses propos. Véronique Bédague, vous présidez Next City. Vous avez été animatrice de la déclinaison logement du Conseil national de la refondation. Alors, partagez-vous ces propos sur qu'une étape dans la vie d'une part et surtout, comment vous, chez Next City, vous concevez cette notion de parcours résidentiel ? Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, d'abord je voulais vous dire que j'étais très honorée de faire partie de cette table ronde de l'AMF ce matin. Très intéressant le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, c'était l'objet même, Madame la ministre, des politiques du logement qui se sont succédées. Moi je le redis, vous l'avez dit Madame la maire, le logement, ce à quoi ça donne accès, c'est un élément essentiel de notre cohésion sociale et de la confiance que nos concitoyens ont en les institutions. C'est vraiment la mère, je crois, de toutes les batailles pour la cohésion sociale. Alors je vais aller assez vite parce que vous avez tous envie d'entendre Madame la ministre. C'est compliqué de résumer ce sujet en quelques mots. Au fond, si on veut restaurer un parcours résidentiel dont on est tous d'accord pour dire qu'il est complètement bloqué, il faut créer de l'offre de logement. Voilà, moi je ne sais pas dire les choses autrement, il faut créer de l'offre de logement. Et ce qui est intéressant ce matin, parce que moi aussi je mesure dans nos échanges au cours du temps, ce qui est intéressant ce matin, c'est que quel que soit au fond, pardonnez-moi, mais les bords politiques, quel que soit l'endroit d'où on regarde les choses, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut tout type de logement. On est d'accord sur le fait qu'il faut du logement étudiant. On est d'accord sur le fait qu'il faut des petits logements aussi. Moi, pardonnez-moi, mais j'ai eu beaucoup d'échanges avec les maires qui disaient « Véronique, moi, je ne veux pas de T1, je ne veux pas de studio, j'en veux pas. » Donc, les temps changent, on est tous d'accord qu'il en faut aussi. Ça dépend des populations, c'est des choses très locales en réalité. On a besoin du parc social, évidemment. Vous l'avez dit aujourd'hui, c'est des choses que je n'entendais pas encore il y a 6 mois. On a besoin du parc privé. Très important également. Et puis, on a besoin de l'accession à la propriété. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin, comme nous, on avait besoin d'accéder à la propriété. On ne peut pas leur dire qu'ils vont accéder à la propriété à 40 ans. Aujourd'hui, chez Next City, pour vous donner un ordre de grandeur, l'âge moyen d'accès à la propriété, c'est 38-40 ans. Ce n'est pas tout de suite. Et donc ça, c'est un élément quand même difficile pour notre société.
Donc moi, je dis, il faut créer de l'offre de logements nouveaux. Alors on a préparé cette réunion. Moi, je dis du logement neuf, mais dans ma pensée, c'est évidemment du logement neuf, mais aussi ici de la réhabilitation. Chez Nexity, on réhabilite des parkings silos, on les transforme en logements. Franchement, ça marche. On transforme des logements en bureaux. On reprend, vous l'avez dit, il y a des logements insalubres. En fait, il faut les reprendre. Ça sort en neuf. Et donc, cette offre, il faut vraiment la créer. Nous, je vous le dis assez simplement, on a besoin de permis de construire. Je ne sais pas recréer de l'offre sans permis de construire. On a besoin de travailler entre nous ce sujet de la densité. C'est un sujet social. Vous voyez bien, je ne vous décris rien, mais c'est un sujet auquel vous devez faire face tout le temps avec vos habitants. Comment vous convainquez, au fond, vos habitants qui, lorsqu'il s'agit de leurs enfants, sont plus sensibles au sujet de densité que quand ils n'en ont pas. Mais voilà, la densité, les sujets des finances des mairies, le sujet du prix du foncier. Éric Lombard a dit au congrès de l'USH, tu t'en souviens, le prix du foncier, ça va être la grande affaire du 21e siècle. Mais évidemment, parce que c'est ça qui va... Dans certains cas, le foncier, c'est quand même la moitié du prix du logement final, il faut quand même se le dire. Donc tous ces sujets doivent être traités. Je n'ai pas de solution, mais il faut les traiter. Et puis une fois qu'on a un permis, vous le savez tous également, il faut quelqu'un qui achète les logements. Bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux, ils ont été très présents pendant la crise. Ils ont évidemment des problèmes de fonds propres, des problèmes aujourd'hui de financement. Donc on verra ce que donnera la discussion sur le livret en février. Je comprends que Madame la ministre annonce des allègements. Il faut vraiment que les bailleurs sociaux puissent faire ce qu'ils ont à faire. Il y a l'accession à la propriété. Moi, je vous le dis, les décisions prises sur le PTZ qui coûtent à l'État aident quand même beaucoup aujourd'hui nos concitoyens à retourner vers l'accession à la propriété. Simplement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Quand ils font leurs calculs, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Il faut leur redire que ça peut être pour eux. Vraiment, le PTZ, et merci Madame la Ministre de l'avoir réétendu sur tout le territoire et aux maisons individuelles. J'avoue que j'avais ressenti comme une sorte de fracture territoriale terrible, le fait qu'il n'y ait que du PTZ dans les zones denses. C'est une chose qui m'avait... ça dit tellement de choses, au fond. Donc merci vraiment à vous de vous être battus pour ça. Et puis on a le droit, les Français ont le droit d'aller dans des maisons individuelles. Les maires régulent, mais ils ont le droit. C'était une vraie façon de sortir du logement social, Voilà, donc on avait coupé ce... Donc vraiment, je pense que ça va aider. Mon sujet aujourd'hui, notre sujet à tous, c'est le parc privé. C'est comment est-ce qu'on recrée du parc privé. Et là, il faut des investisseurs. Ça, y a pas, on a beau réfléchir, il n'y a que cette solution-là. Honnêtement, les investisseurs institutionnels qui existaient dans le passé, les grandes compagnies d'assurance, elles ne sont plus là. La rentabilité du logement n'est pas suffisante par rapport à d'autres types de produits financiers. Ce sont des analyses de rentabilité. Et en ce qui concerne les investisseurs privés particuliers qui étaient soutenus par le Pinel, qui représentaient à peu près un tiers de la production de logements dans ce pays, eh bien aujourd'hui le Pinel a arrêté. La triste vérité apparaît, c'est-à-dire que le rendement locatif est surfiscalisé. Moi, je le redis. Le rendement locatif, c'est de l'impôt sur le revenu de la CSG, normal. Derrière, vous avez de la taxe foncière, une taxe locale, et vous savez mieux que personne pourquoi elle augmente. Je ne vous fais pas de dessin. Et puis après, vous avez l'IFI. Ce qui signifie que le rendement locatif pour un investisseur privé aujourd'hui, qui a un peu de moyens, on peut, grosso modo, finir par prélever entre 70 et 80% de son rendement. Comment voulez-vous qu'il investisse? Mais moi, je ne sais pas. Évidemment, l'immobilier, ils ont un attachement à l'immobilier, mais après, la raison l'emporte. Et les réseaux bancaires, quand vous allez les voir, faites l'essai, allez voir si votre réseau bancaire vous conseille d'investir aujourd'hui dans un logement pour loger une famille. Honnêtement, le premier qui revient avec une banque qui lui conseille ça, là, vraiment, appelez-moi, parce qu'il faut absolument que je travaille avec cette banque urgemment. Aujourd'hui, ça n'existe pas, en fait. Donc on a un énorme problème d'investissement des particuliers. Et moi je dis que s'il y a plus d'offres de logements, si on est capable de mettre plus de logements à l'offre, alors peut-être, on verra une petite baisse des prix qui permettra aux Français d'avoir de nouveau accès au logement. Mais aujourd'hui les prix sont trop élevés, il n'y en a pas assez, et les produits rares, vous le savez, les prix augmentent. Merci Madame Bédag. Madame la ministre. Densification urbaine, nouveau rôle attendu du secteur privé. Madame la ministre, vous avez eu un premier tour d'horizon avec ce tour de table. Quelle est aujourd'hui la vision globale du gouvernement sur le parcours résidentiel, avant de passer peut-être après à quelques échanges avec la salle? Je vous laisse la parole. Eh bien, tout d'abord, monsieur, permettez-moi de dire combien je suis heureuse aux côtés de tous ceux qui viennent de s'exprimer, élus et experts et importants du secteur du logement,
d'être devant vous, mesdames et messieurs les élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, les présidents d'intercommunalités, pour parler d'un sujet, et chacun l'a bien dit, et si vous êtes nombreux à cette table ronde, c'est parce que vous en êtes convaincus. Le premier sujet qui éclate à la figure de tous les élus, d'ailleurs qu'on soit maire, président d'interco, parlementaire, qu'est-ce qu'on vient vous demander dans une permanence ? Eh bien, un logement, ou de régler un problème lié au coût du logement. Un impayé de loyer, un impayé d'énergie lié au logement. Bref, le logement est au cœur de nos préoccupations. Parcours résidentiel, situation de précarité, difficulté à joindre les deux bouts. Un logement, c'est 30% du revenu d'un ménage. Donc, ça progresse véritablement. Donc, c'est toutes les clés d'entrée du logement qui sont interrogées. Du coût du logement dans le foyer à celui de l'accès au logement, quel que l'on soit. Vous l'avez tous dit, et je suis en charge du logement dans son acception large, de l'hébergement d'urgence, qu'on ne doit pas oublier, qui est la première marche, parce qu'on peut être à la rue, on peut ne même pas avoir de logement, jusqu'effectivement l'investissement privé. Et Véronique, vous le savez, je suis totalement convaincue, avec le gouvernement, avec le Premier ministre, que face à une crise du logement aussi massive, on a besoin d'être solidaire et d'actionner chaque maillon de la chaîne du parcours résidentiel et du logement. C'est une nécessité. Aujourd'hui, ce n'est pas opposer les univers qu'il faut, c'est être main dans la main pour faire en sorte que hébergement d'urgence, logement social, logement et investissement privé, accession à la propriété pour les ménages modestes comme pour les ménages plus aisés, on regarde pour chacun de ces leviers comment faire. Alors, c'est vrai, j'arrive dans un ministère que le Premier ministre a bien voulu, en tout cas, déclarer de plein exercice, ce qui donne quand même la possibilité de discuter dans chaque Conseil des ministres, mais au-delà d'avoir de véritables moyens, un ministère de plein exercice, ce sont des moyens réels, la capacité à discuter avec Bercy, d'être force de proposition, de pouvoir travailler en lien avec le Parlement et les élus locaux sur ce qu'ils attendent, sur ce qui pose problème, et de le faire en étant en capacité ensuite d'agir et de coproduire avec le Parlement. Parce que c'est peut-être un autre élément que je voudrais souligner avant de rentrer dans comment et pourquoi, c'est que la première chose que j'ai eu à cœur de faire en arrivant, c'est d'aller à la rencontre des acteurs du secteur, de recevoir et d'entendre tous les représentants des collectivités et de prendre la tâche des parlementaires. Et j'en ai rencontré énormément, tous les groupes. Pourquoi ? Bien pour comprendre avant d'agir, comprendre avant de proposer et de le faire de la façon la plus rapide et la plus efficace, parce que vous l'avez bien compris, je suis arrivée avec le gouvernement il y a très peu de temps et 15 jours pour commencer à proposer des modifications d'une lettre plafond, en fait, d'un budget que nous avions entre les mains en arrivant. Donc comment continuer, rendre perfectible, comme le dit Michel Barnier, une feuille de route et en tout cas héritée du gouvernement précédent et sur lequel il fallait construire des solutions. Impossible de le faire sans le Parlement, impossible de le faire sans agir avec vous toutes et tous et de trouver les voies et moyens d'améliorer la copie, parce qu'effectivement, il faut la rendre adaptable à tout ce que l'on a entendu en peu de temps et établir une équation très difficile, celle de maîtriser les dépenses publiques, de les améliorer, tout en étant en capacité de porter des ambitions et une perspective pour le logement, pour les collectivités, face à cette attente énorme de la population et de nos territoires. Alors, pour ce faire, et dans un contexte politique particulier, et une Assemblée nationale, il faut le dire, parce que ça fait partie de l'équation générale, une Assemblée nationale d'après-dissolution qui n'est pas la même qu'avant la dissolution, et qui nécessite plus que jamais de construire des majorités de projets, et donc de coproduire avec les parlementaires. Et c'est pour ça que je me permets de dire ça au départ, c'est qu'aussi sur la méthode que nous, en tout cas pour ma part, que j'ai choisi d'embarquer, c'est de partager au maximum avec les parlementaires, de m'appuyer sur des initiatives parlementaires pour faire avancer tous les chantiers qui concrètement pourront améliorer la capacité à produire du logement, à être au rendez-vous des difficultés rencontrées de nos territoires et de nos populations. Alors,
évidemment, bon, certains sujets ont été évoqués, peut-être les sujets de court terme, l'urgence. Sur l'urgence, après vous avoir entendu tous, il y a plusieurs points qui me sont apparus essentiels et que le Premier ministre a tout de suite entendu. C'est d'abord, dans ce parcours résidentiel, comment on fait pour débloquer, aussi bien sur la production de logements sociaux que sur comment aider les investisseurs dans cette fin de Pinel, que, comme vous l'avez dit toutes et tous, comment aider nos concitoyens à accéder à la propriété, quelles mesures d'urgence il fallait prendre pour ne pas perdre tout le monde dans cette année 2025, parce que vous l'avez bien compris, le secteur est en fragilité, beaucoup de choses sont au point d'arrêt, et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence avant de construire l'avenir ? Et dans l'urgence, les 3 points, en tout cas que j'ai choisi d'embarquer parce que prioritairement attendus par le secteur, le premier, c'est celui de l'accession à la propriété pour nos jeunes primo-accédants, les ménages modestes, un peu moins modestes, c'est le prêt à taux zéro. Véronique l'a rappelé, le prêt à taux zéro pour les ménages modestes, c'est déjà libérer du logement social. C'est permettre un parcours vers l'accession à la propriété de ceux qui n'y croyaient plus et de le faire sur tout le territoire. Puisque vous le savez, le PTZ, on en avait réduit l'objet. Les territoires dits détendus, ruraux, périurbains, n'y étaient pas toujours autorisés. Il y avait bien, effectivement, dans l'ancien, une possibilité en zone détendue, mais on en restait là. Et donc, avec l'extension du PTZ qui sera portée au Sénat et que le gouvernement et le Premier ministre accompagnera, le neuf et l'ancien seront possibles avec le prêt à taux zéro, dans l'individuel et le collectif, en zone tendue comme détendue, sur tout le territoire. Et ça, on va en construire effectivement les contours. Et ces contours, eh bien, on va les faire cheminer au travers des débats parlementaires du Sénat. Et jusqu'au bout, on va veiller à ce qu'ils sortent dans les meilleures conditions pour vous toutes et tous. C'est un élément significatif qui est aussi une façon d'arrêter d'opposer l'urbain et le rural aussi, au-delà de tout. Et vous l'avez dit, Véronique, c'était absolument indispensable. La deuxième chose sur laquelle, évidemment, j'étais attendue, et là je me tourne vers Emma, vous l'avez tous dit, 70% de la population est éligible au logement social. 70% de la population, quand on est en plus en tension par rapport au parcours résidentiel et aux besoins, il fallait effectivement trouver les voies et moyens de donner un signal en direction du monde des bailleurs sociaux. Et ce signal, en tout cas, qui a été un combat avec Bercy, puisque forcément, quand on est dans une période où on dit on serre les budgets, quand j'allais toquer à la porte en disant on lâche un peu de mou, j'étais pas forcément bien reçue. Pour autant, avec le concours du Premier ministre qui a vraiment voulu donner un signal en cette direction, nous allons effectivement avoir un amendement au Sénat qui a déjà été annoncé à l'Assemblée sur la réduction de loyer de solidarité qui serait plafonnée à 1,1 milliard. C'est-à-dire que normalement, dans le budget, il était prévu d'indexer la réduction de loyer de solidarité, c'est-à-dire les fonds propres mis par les bailleurs sociaux rendus en fait au budget de l'État. Donc les désindexer à hauteur de 140 millions et les plafonner, leur enlever en plus 200 millions à la ponction qui était faite jusque-là. C'est 340 millions sur la RLS qui sont donc véritablement des moyens sûrs. Ce ne sont pas des autorisations d'engagement et des crédits de paiement qui peuvent être gelés en cours de route, je tiens à le dire, parce que ça sécurise quand même beaucoup. Et avec cela, et pour être très clair aussi, la perspective du taux du livret A, qu'avec Antoine Armand, en tout cas, sur laquelle nous travaillons pour faire en sorte qu'effectivement, il puisse faire l'objet d'une évolution en février qui soit un véritable levier supplémentaire pour accompagner l'investissement dans le locatif social, redonner des fonds propres, des capacités et avoir un taux du livret A qui va être nettement plus favorable aux bailleurs sociaux pour investir dans la production et dans la rénovation, eh bien, c'était absolument indispensable pour redonner une bouffée d'oxygène et donner des perspectives sur lesquelles, avec Emma et tout le monde des bailleurs sociaux, nous allons travailler, contractualiser, parce que dans cette contractualisation, on répondra aussi à un ensemble d'éléments dont j'ai bien entendu parler. J'ai entendu parler de petits logements, de logements étudiants. Si on veut
permettre le parcours résidentiel, si on veut permettre de faire en sorte qu'une personne qui est en sous-occupation puisse accéder à un plus petit logement, encore faut-il qu'il y ait des petits logements. Aujourd'hui, on en manque cruellement et dans le cadre de ce que nous travaillerons avec les bailleurs, il faut absolument qu'on regarde cette question. Elle fera partie de la contractualisation que nous aurons. Nous travaillerons bien sûr sur plein d'autres choses puisque ce seront des objectifs en production de logements sociaux, mais aussi en rénovation thermique des logements pour réduire aussi tout simplement les factures énergétiques des ménages. On va agir avec le Parlement sur plusieurs autres chantiers. Quand on parle logement étudiant, je ramène encore une fois à notre volonté de débloquer. On a débloqué la PPL Le Meur qui a permis de donner des débuts de solutions aux maires qui sont confrontés aux meublés de tourisme de courte durée qui n'arrivent plus à loger sur du longue durée leur ménage. Là, vous allez avoir des outils très concrets qui vont vous aider à mieux maîtriser cette situation. Il y a une autre initiative parlementaire qui était bloquée, qu'on va très vite remettre sur le devant de la scène, qui s'appelait la proposition de loi d'Aubier. C'est la transformation des bureaux vacants en logements. On compte beaucoup là-dessus pour aller vite et travailler avec la Caisse des dépôts et d'autres acteurs pour faire en sorte que là où on a des universités, là où on a des étudiants et où on a du bureau vacant, on n'a pas de problème de foncier. On peut agir vite, les bâtiments sont déjà là. Si on peut monter des dispositifs en ayant débloqué les choses pour faire en sorte que certains bâtiments soient transformés en résidences étudiantes très rapidement, on apporte déjà des mesures concrètes qui ne vont pas être l'alpha et l'oméga, mais on va s'attaquer au chantier des logements jeunes et logements étudiants. Mais voilà typiquement et concrètement des mesures qu'on peut prendre avec le Parlement pour dégripper tout ce qui aujourd'hui ne permet pas d'accélérer cette transformation. Ça, ce sont des mesures concrètes. Vous avez parlé ensuite des difficultés que vous rencontrez en matière de souplesse, d'agilité, de simplification des procédures. Le chantier de la simplification, le Premier ministre y tient. Là aussi, plutôt que d'avoir des grands projets de loi, je parlais d'un Parlement qui a une configuration différente. Si aujourd'hui on pose des grands projets de loi où on a des objets qui sont autant d'irritants, eh bien, les univers s'opposent et on n'aboutit pas avec efficacité et rapidité aux résultats. Donc ce qu'on veut faire, c'est atteindre des objectifs, mais en travaillant et en s'appuyant sur le Parlement. Et on va travailler très rapidement sur la base d'initiatives parlementaires, sur la simplification des procédures en matière d'habitat et d'urbanisme, mais on ouvrira bien sûr les autres chantiers. Le Parlement sera le vecteur par lequel nous construirons ensemble, et bien sûr après vous avoir consulté. Je suis longue tout simplement, monsieur, parce que après, malheureusement, comme les débats durent, je ne pourrai pas répondre et je préfère être explicite tout de suite. Vous dire, vous l'avez bien compris, que sur l'investissement privé, puisque j'ai parlé du logement social, de l'accession sociale à la propriété, en tout cas du PTZ. Et maintenant, je voudrais dire que sur l'investissement privé, quand je suis arrivée et que j'ai vu dans la copie qu'on avait supprimé le Pinel, 2,5 milliards quand même, hein, l'investissement Pinel, un impact pour le budget de l'État, et pas toujours, en tout cas avec une satisfaction constatée sur les territoires. Il y avait eu un consensus général pour que ça s'arrête en décembre 2024. Sauf que qu'est-ce qu'on fait à la place? Et là aussi, il y a le court terme, il y a le moyen et le long terme. Dans le court terme, comment on accompagne le secteur, les promoteurs, qui vont se retrouver dans une situation d'extrême fragilité. On a d'ailleurs beaucoup de difficultés actuellement sur ce secteur. Et donc, la profession nous a encouragés à aller dans la direction d'une mesure intermédiaire, et en tout cas une mesure conjoncturelle sur l'année 2025, sur laquelle on compte sur le Sénat pour porter l'amendement et embarquer le gouvernement. C'est une mesure qui viserait à faire en sorte que des parents ou des grands-parents qui feraient une donation à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, alors c'est le curseur qui reste à définir au Sénat, 50 000, 100 000, 150 000, la profession voudrait 150 000 euros, qui seraient exemptes de frais de succession à partir du moment où c'est pour une résidence principale des enfants, et une résidence principale dans le neuf, puisque l'idée c'est de doper la production de logements, la construction, et de le faire en touchant là aussi des sphères différentes. Ménage modeste, accession, logement social, ménage classe moyenne, sup, moyenne, et avec un impact sur le secteur de la promotion. Année 2025 uniquement, on encourage à la transmission, plutôt que de garder jusqu'à la fin de sa vie, on ne thésaurise pas, on remet dans l'effort de construction, on aide les enfants.
Et dernière chose, ça c'est une mesure conjoncturelle. Donc nous savons très bien, et c'est un des chantiers qu'avec Bercy, en tout cas pour ma part, j'essaierai de convaincre notre Premier ministre et le gouvernement qu'il y a un chemin à trouver sur tout simplement comment faire en sorte que l'investissement privé ne soit pas confiscatoire et que tous ceux qui veulent investir sur ce sujet eh bien, puissent avoir les perspectives d'un travail qu'on va mener avec le Parlement sur la réflexion autour de ce qu'on appelle le statut du bailleur privé. On lui donne beaucoup de noms. En fait, comment on retravaille et on réfléchit sur tout cet univers du locatif porté par le privé et tout simplement de l'investissement dans la pierre qui ne soit pas confiscatoire. Aujourd'hui, vous investissez dans les actions, l'ISF, il n'y en a plus. La flat tax, vous investissez dans la pierre, Madame Bédag l'a bien dit, vous êtes pénalisé à tous les étages. Et il ne s'agit pas là de parler pour les ménages aisés. Moi, je suis ministre du logement. Je n'ai pas de chapelle. Ma seule chapelle, c'est le logement du début à la fin. Et aujourd'hui, si on ne rend pas attractif l'investissement dans la pierre, pourquoi, si j'ai des moyens, du patrimoine, je vais aller mettre de l'argent pour en avoir encore moins à la fin qu'au début? Eh bien, je ne le mets plus là, je le mets ailleurs. Et donc, comment on arrive sans tomber dans la démesure, mais à quelque chose qui redonne de la respiration à l'investissement privé? Et si tous ces chantiers-là, avec un taux d'emprunt qui commence, des taux d'intérêt qui commencent à avoir une trajectoire plus accessible, des taux du livret A qui aussi sont là et un PTZ qui sont autant d'éléments qui, mis bout à bout, vont commencer à donner véritablement des leviers pour redonner une perspective à un parcours résidentiel et à des solutions pour les élus locaux qui aujourd'hui sont en carafe parce que tout est enquisté, parce que comme vous l'avez dit, quand il n'y a plus de possibilité de développement d'offres de logement, eh bien, on ne peut pas inventer les solutions. Et on voit bien que chaque partie, chaque élément de la chaîne est essentiel. Donc, le court terme, vous l'avez compris, c'est terminer cet exercice budgétaire et on y est, parce que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. Donc tous ces chantiers dont je vous ai parlé dans l'urgence, moi en tout cas, je me bats pour qu'ils restent jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles et j'aurai besoin des parlementaires et du Sénat. Et après, on a des feuilles de route sur le logement jeune, sur la façon de travailler sur l'investissement privé et avec nos bailleurs sociaux, au-delà sur comment mieux organiser notre capacité à mieux produire, mieux rénover et prendre en compte ce que vous avez dit sur le vieillissement aussi de nos populations. Enfin, vous voyez bien, les chantiers sont monumentaux. Et puis, en tout cas, on est déterminés. Pour ma part, j'ai été longtemps élue locale, j'ai été présidente d'agglo, j'ai porté des grands programmes de rénovation urbaine, on a fait de la rénovation de cités minières. Enfin, bref, la question du logement, je la connais par cœur. Et je sais combien elle est essentielle et que le ZAN aussi, j'y prendrai ma part et je verrai évidemment Catherine Vautrin et la question du foncier logement. On a fait beaucoup pour le foncier éco, on n'a pas fait beaucoup pour le foncier logement. Je vais en tout cas pour ma part apporter ma contribution à cette réflexion auprès de Catherine pour faire en sorte qu'on détende un peu l'élastique d'une part et que d'autre part, parce qu'on ne va pas non plus, on ne peut pas casser, refaire, recasser, refaire, mais donner de la souplesse, redonner un espace pour le foncier lié au logement et regarder comment on peut avancer aussi dans cette direction. Voilà, en tout cas, sachez que je suis déterminée et à vous écouter et à porter la cause du logement et celle des territoires parce qu'elle me tient profondément à cœur. Et comme vous l'avez dit, le logement, c'est le cœur de tout, le cœur de la vie des territoires. C'est comme ça qu'on construit un peuplement, un équilibre, une mixité, un territoire qui va bien, mais aussi le logement, c'est un jeune, c'est avoir la santé, c'est pouvoir trouver un travail, c'est pouvoir fonder une famille. En fait, c'est tout le logement. Et donc, voilà, vous l'avez compris, la détermination est là. Je me bats, je vais aller au plus loin possible, mais sachez que, même quand c'est difficile, même quand on demande des efforts à tous, mais le Sénat travaillera pour que les collectivités aient un peu de respiration, vous le savez, mais en tout cas, vraiment, il y a des perspectives, il y a des choses à faire, tout en étant évidemment plus contraint, mais il y a des ambitions. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci encore. Le logement, c'est le cœur de la vie des territoires. On retiendra effectivement la formule dynamisante. Donc PTZ, simplification, transmission, rôle croissant des investisseurs privés. Madame la ministre doit nous quitter. Merci encore d'avoir tenu le délai imparti. Bon, j'étais bavarde, mais je l'ai fait qu'une fois. Bon courage pour tous ces chantiers en tout cas. Merci. Au revoir.
échange avec la salle peut-être à l'issue de cette première séquence, à moins qu'il y ait des ajouts ou éventuels de nos coprésidents ou participants. Questions? Je vois des questions. Alors, oui. Bonjour à tous. Oui, madame, bonjour. Chers élus, mesdames, messieurs, je m'appelle madame Suzelle Buche, je suis élue déléguée au logement à la commune de Saint-Paul, commune de 108 000 habitants et on a 4 500 familles en attente. Alors moi, je voulais partir de la base. On a parlé de tout et je remercie madame la ministre pour toutes les propositions apportées. Mais moi, je veux vous parler de la distribution. Tout à l'heure, une dame a dit que le taux de rotation est de 7%. C'est vrai. Alors, les logements, on a très peu. Toujours est-il, lorsque nous avons des logements vacants venant des bailleurs sociaux et que nous positionnons les familles, on nous demande de positionner 5 familles pour un logement vacant. Lors de la commission d'attribution, ce qui me chagrine, c'est que les familles les plus démunies, les familles qui ont des revenus, des minima sociaux, ne peuvent pas être attributaires d'un logement. Nous savons tous ici que les bailleurs sociaux travaillent avec le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est un taux c'est une équation qui permet de calculer qu'une fois que le loyer est payé, le reste à vivre de la famille. Si le reste à vivre est insuffisant, la famille n'est pas attributaire de logement. Or, à Saint-Paul, nous avons 71% des familles de demandeurs de logements sociaux. Alors, comment faire pour que ces familles soient attributaires de logement, pour que ces familles trouvent leur dignité, pour que ces familles ne s'inscrivent plus leur domiciliation au CCAS, pour que ces familles ne deviennent pas des sans domicile Alors, chers collègues, je voudrais trouver une solution pour que ces familles puissent être attributaires d'un logement social. C'est la base. On doit donner un toit à ceux qui n'en ont pas. Merci, madame. Alors, comment faire pour répondre à cette question, peut-être, monsieur Ouareau? Alors, je vais répondre, mais pas forcément directement à ma collègue, puisque nous partageons les mêmes difficultés. Comment faire? Tout simplement, là, je me retourne souvent vers nos bailleurs, puisque le prix du logement est lié au mètre carré construit. Et nous avons parfois des situations où les familles les plus démunies, le bénéficiaire du RSA qui vit seul, par exemple, ne peut pas accéder à un T1 ou à un T2, parce que le logement, il fait 45-50 mètres carrés. Alors que forcément, quand on est à 45-50 mètres carrés, quand on est à 6 € du mètre carré ou 6,50 €, tout de suite, nous dépassons le taux d'effort et on ne peut pas attribuer effectivement ce logement social à la personne la plus démunie. Donc il faut qu'on arrive à revoir dans la conception même du logement social des surfaces qui puissent correspondre au public auquel nous voulons proposer ce logement. Donc la difficulté, elle est là, c'est dès la conception, et c'est pour cette raison qu'il faut que les bailleurs travaillent en étroite collaboration avec les services sociaux des mairies, avec les services urbanistes des mairies, pour qu'on puisse sortir des logements qui correspondent aux besoins des populations que nous avons dans nos fichiers de demandeurs de logement. Parce qu'il y a aussi, il faut le rappeler, cette volonté des maires de pouvoir apporter une réponse aux demandes locales, à celles et ceux qui viennent nous voir. On a dit que le premier interlocuteur, c'est le maire, et hier ou avant-hier, on disait que le dernier espoir, c'est aussi le maire. Parce que si le maire, lui, n'arrive pas à apporter de solution, la population ne sait plus vers qui se retourner pour trouver une solution, et notamment en matière de logement aidé, de logement social. Donc je crois qu'il y a un gros travail qui doit être fait. On doit pouvoir sortir, et on l'a dit tout à l'heure, pouvoir sortir des petits logements. Et avec notre établissement public foncier de La Réunion, nous avons réussi à faire en sorte que notre PF vienne bonifier une subvention apportée au bailleur social ou à la commune lorsque les programmes de logements sociaux, on puisse retrouver au minimum 40% de petits logements. Donc il y a comme ça des mesures, des éléments, des solutions qui sont apportées pour essayer. Mais vraiment, si on veut donner du logement, aider du logement social aux personnes les plus démunies, il faut qu'il y ait adéquation entre ce que touche
la personne ou le foyer en fonction du logement. Pardon. Merci, monsieur le maire. Madame la maire de Colomiers. Juste un complément par rapport à ce qui vient d'être dit et une illustration à Toulouse Métropole. Quand nous avons travaillé sur le document d'urbanisme et le document POA, bref, ou plan local de l'habitat, on a introduit la mesure suivante. C'est-à-dire on a introduit des secteurs à pourcentage de logement. On a dit dans toutes les constructions, on va faire simple, de Toulouse Métropole, il y aura 35% de logements locatifs sociaux. Et dans ces 35% de logements locatifs sociaux, on a imposé qu'il y ait 40% de PLAI. Parce qu'il faut savoir que dans le logement locatif social, il y a différentes strates. Et pour les ménages les plus défavorisés, il faut construire du PLAI. Nous, on sait que 70% des demandeurs de logement locatif social relèvent du PLAI. Donc, on a imposé ces 40% de PLAI. Donc, il y a la question, certes, des surfaces, mais il y a la question, effectivement, des ressources. Et donc, Toulouse Métropole subventionne également le PLAI et subventionne les grands logements davantage encore que les petits logements. Et comme ça veut dire que les familles peuvent à la fois trouver des logements locatifs sociaux PLAI, c'est-à-dire avec les loyers les moins chers, et c'est ceux aussi qui vont être subventionnés le mieux par Toulouse Métropole auprès des bailleurs sociaux. Donc il y a toute cette organisation depuis le document d'urbanisme jusque dans la concertation et la production avec les bailleurs sociaux pour que ces ménages les plus défavorisés, ces familles, puissent avoir des réponses. Ça ne se fait pas tout seul. Merci Madame le maire. On a commencé déjà à aborder effectivement la partie solution. Hein. Deuxième partie, il y a un monsieur qui lève la main depuis longtemps, qui a un micro juste là. Et après, on va passer à la partie solution pure avec une très courte intervention éventuellement. Bonjour à tous. Bonjour monsieur, bienvenue. Stéphane Baudu, je suis maire de la chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher. Je vais vous poser une question très courte, comme ça va être simple. Le précédent Premier ministre, Gabriel Attal, avait suggéré une mesure qui n'a pas pu mettre en œuvre pour les circonstances que l'on a tous en tête, concernant la première attribution des logements sociaux neufs sous l'égide du maire. Est-ce que cette mesure est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle sera reprise par le gouvernement? Je vois, il y a Emmanuelle Cos qui est là. Est-ce qu'elle a des informations à nous donner? Alors la ministre n'est plus là, mais est-ce qu'on peut avoir des informations concernant ce dispositif? Qui souhaite répondre? Alors, Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, les bailleurs sociaux, ancienne ministre du logement. Et évidemment, je ne vais pas parler au nom du gouvernement, que ce soit clair. Pour répondre à votre dernière question, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais je veux redire une chose. Les maires sont membres de la commission d'attribution, donc il faut retravailler les choses. C'est très clair, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais au-delà de ce qu'on nous annonce, un nouveau texte de loi et tout ça, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des commissions d'attribution dans lesquelles vous vous retrouvez. Et moi, par ailleurs, je suis bailleur social. Moi, je discute avec les maires sur mes attributions. Donc après, il n'y a pas que la commission, il y a aussi comment les bailleurs derrière vont travailler avec vous dans leur quotidien. Et j'en profite pour vous dire qu'on a un stand dans Hall 2.2. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, nous sommes là aujourd'hui. Mais je voudrais répondre sur autre chose parce que c'est formidable ce débat. Je remercie les deux maires de la commission logement de l'AMF qui ont prévu de parler sur le parcours résidentiel. Ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que vous avez, à travers ça, beaucoup parlé du logement social. Et donc, vous considérez que nous avons un rôle essentiel à jouer dans vos politiques du logement. Et je vous en remercie, parce que ce n'est pas ce qu'on a entendu ces dernières années de la part des gouvernements successifs. Et je ne vous cache pas que retrouver Valérie Létard, en un mois, on a gagné et on a discuté plus que depuis plusieurs années sur ces enjeux-là. C'est très important. Après, vous posez deux questions. Comment on fait face à la révolution démographique? C'est une révolution. D'une part, les gens vieillissent, mais ils vivent seuls. C'est deux sujets en même temps. Et donc, la question, c'est comment on restructure l'ensemble du parc de logement. Et c'est une question difficile parce que, vous l'avez tous dit, ça coûte beaucoup d'argent. Nous n'avons pas de financement pour restructurer des logements et c'est pour ça qu'on se bat pour le dispositif de la seconde vie qui va nous permettre d'amener des travaux à plus de 120 000 euros de travaux par logement dans vos patrimoines pour faire de la restructuration lourde et transformer des grands petits logements. Et le second sujet, c'est la mobilité. Je veux juste vous dire trois choses.
La première, c'est qu'en 2013, on faisait 500 000 attributions de logements sociaux par an. En 2024, je crains qu'on n'en fasse que 320 000. Donc vous vous rendez compte d'une part de la baisse de la fluidité des parcours à cause de l'accession qui est embouchée. Mais par ailleurs, sur ces attributions que nous faisons aujourd'hui, nous avons déjà un tiers des attributions pour de la mobilité. C'est une attribution sur 3 actuellement. Donc ça veut dire qu'on traite déjà le sujet, mais pas suffisamment. Et la question, enfin, c'est que moi, mes locataires âgés, je ne veux pas qu'ils soient mis à la rue. Je veux donc pouvoir leur trouver des logements plus petits au même loyer et dans le même quartier. Parce que si je les désocialise de leur quartier et de vos villes, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça l'enjeu. Donc vous voyez, ce n'est pas juste des masses, je prends des locataires et je les bouge. Non, c'est comment je fais de la mobilité avec vous, élus locaux, et les CCAS pour qu'ils restent dans leur quartier. Et le problème, c'est que moi, je manque de petits logements. Il m'en manque 2 millions en réalité. Et donc la question, c'est comment on fait cette mutation du patrimoine social pour répondre à la révolution démographique. Ça demande beaucoup d'argent. Il y a 10 milliards qui nous ont été pris en moins de 9 ans. 10 milliards sur le logement social tout seul dans les caisses de l'État qui ne sont pas mis en investissement aujourd'hui. Donc vous comprenez bien qu'avec Valérie Létard, on travaille justement à un réinvestissement. Je pense qu'on va arriver avec elle à construire des choses très fortes. Il y aura des propositions sur la mobilité dans ce cadre-là. Mais sachez que ça va être évidemment complexe et long, malheureusement, par rapport à vos urgences. Mais on est là et disponible, évidemment, pour en parler. Et je laisse la parole à M. Repentin qui... Merci, voilà. Madame Cos. Alors, il y a d'autres questions, hein. J'ai bien noté. Les doigts se lèvent. Je laisse Hugo Demaille peut-être choisir les questions. On évoque les solutions sur ce sujet, les solutions côté AMF. Thierry Repentin. Bon, alors, il faudrait qu'on y passe la journée, chers collègues, parce que vous avez bien compris la complexité du sujet, la nécessité d'intervenir sur tous les maillons. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Hein, le parcours résidentiel ne peut fonctionner que si on agit sur tous les leviers du logement au cours de la vie. Je ne vais pas vous dire que ce qui a été indiqué par Valérie Létard n'est pas là pour résoudre la crise. Les 3 avancées, qui est de moins ponctionner les organismes HLM, parce qu'il y a quand même une ponction, de relâcher le prêt à taux zéro sur tout le territoire pour l'accession à la propriété, sur cette astuce de faire qu'il y ait une donation qui ne soit pas taxée dès lors qu'on donne à un petit enfant ou un enfant pour une résidence principale. C'est tout des petites choses qui dégrippent des maillons. Il faut se dire les choses, ça ne suffira pas à être au niveau de l'ambition que nous souhaitons, d'aller aux alentours de 450 000 logements par an. Il faut se dire la vérité. Et je reconnais à Valérie Létard qu'elle a pris le dossier par le bon bout. Elle ne l'a pas pris d'une façon dogmatique, elle l'a pris d'une façon pragmatique. Ça, c'est une bonne chose et je veux lui rendre hommage. Elle n'est pas là, mais je lui ai déjà dit. Contrairement, je le dis aussi à son prédécesseur qui avait une vision très libérale et dogmatique, en présentant une proposition de loi qui n'avait pas été demandée par l'AMF pour le coup. L'AMF n'avait pas demandé à ce que la loi dite Kasbarian arrive au Parlement, et je suis heureux, elle me l'a confirmé, qu'elle ne reprenait pas le texte de loi. Et pourquoi il faut être pragmatique? Parce que la crise est telle qu'on cherche aujourd'hui des solutions les uns et les autres pour se dire où on peut se donner un peu de souplesse. Favoriser la mobilité, par exemple, dans le parc social en disant les anciens, on n'a qu'à, dès lors qu'ils sont dans un grand logement, les mettre ailleurs. On se pose cette question aujourd'hui parce qu'il y a un déficit de construction, y compris dans le logement social. S'il y avait suffisamment de logements sociaux, on ne se poserait pas la question de savoir s'il faut, à 75 ans, dire à la mamie qui est dans un T3 ou un T4, allez voir ailleurs. C'est parce qu'on est face, effectivement, à un déficit. Donc, tout l'objet de nos combats à l'AMF, c'est de retrouver une dynamique de construction de logements neufs ou de remise sur le marché de logements vacants à travers des moyens attribués par les organismes qui dépendent de l'État, comme l'ANA ou d'autres,
pour remettre sur le marché. Il y a à peu près 10% de logements dans notre pays qui sont vacants. Ça a été d'ailleurs évoqué par notre collègue maire de Fort-de-France. Et d'avoir des outils qui soient souples, parce que entre Philippe Ribaud qui disait nous on manque de petits logements, et puis notre collègue de Colomiers qui disait nous c'est plutôt des grands, on voit que les politiques doivent être adaptées au territoire dans lequel nous sommes élus les uns et les autres. Je voudrais simplement vous dire que, indépendamment de ces premières solutions qui vont dans le bon sens, il faudra qu'on ait un débat un jour beaucoup plus large au niveau national sur la place du ministère du Logement. On a eu un ministère de l'économie et des finances, un ministre qui a été là pendant 7 ans ou 8 ans. Et on a eu Monsieur Denormandie, Madame Vargon, Monsieur Klein, Patrice Vergrit qui était là l'an dernier, Casbarian qu'on n'a pas vu, et aujourd'hui Valérie Létard. Je lui souhaite de rester longtemps. Je dis cela parce que le sujet du logement, il est pris aujourd'hui comme une question financière par l'État, alors que c'est une question de vie de nos concitoyens, et qu'il faudra qu'on se repose la question des outils dans les mains des maires sur la maîtrise du foncier, sur l'encadrement des prix du foncier pour construire là où le foncier est rare et donc qu'il est cher. Et on propose effectivement qu'à titre expérimental, les agglos qui le souhaitent puissent encadrer les prix du foncier pour la production de logements sociaux comme pour la production d'investissements. Il faudra se poser la question aussi d'une ressource affectée au logement. Je m'excuse, mais personne, l'AMF ne l'avait pas demandé, n'avait demandé la suppression de la taxe d'habitation. Personne. Et aujourd'hui, on n'a plus de lien fiscal sur la production de logements dans nos territoires. C'était un impôt dynamique qui était là aussi pour que dans les caisses des collectivités locales, on puisse accompagner l'acte de construire. Bref, il faut rebaser la politique du logement. Et c'est vrai que ces sujets sont portés d'une façon assez unanime au sein de l'AMF, et je crois qu'il faut accompagner pour le coup la ministre à être plus armée, et que l'on redonne aussi en France le fait que l'acte de construire, c'est un acte positif. Aujourd'hui, l'acte de construire, pour nos concitoyens, surtout s'ils sont logés, c'est un acte contre nature. Parce qu'on a eu un discours aussi en disant il faut ne plus construire, le zéro artificialisation nette va nous aider à avoir des lieux de vie, ou en tout cas des terrains qui seront préservés pour l'avenir, certes, mais nous avons l'impérieuse nécessité de construire plus dans notre pays. Donc il faut que le gouvernement nous aide dans son discours à porter à l'égard de nos concitoyens qu'on ne signe pas des permis de construire pour les enquiquiner, mais on signe des permis de construire pour loger leurs enfants, leurs petits-enfants, et finalement de leur donner la même chance qu'ils ont eu, eux, nos concitoyens, lorsqu'ils avaient 20 ans ou 30 ans et qu'ils cherchaient un logement. Merci, Monsieur Repentin. Construire, mais aussi réhabiliter, hein, si je reprends les propos de Véronique Bédac tout à l'heure. Peut-être du côté des questions encore, Madame. Alors en ce qui me concerne, ce n'est pas une question, c'est plutôt un complément, oui. Parce que depuis le début, on parle de parcours résidentiel des jeunes, des personnes âgées. On n'a pas beaucoup parlé des étudiants notamment, on n'a pas beaucoup parlé non plus des jeunes actifs, qui eux aussi sont en parcours résidentiel, qui ont besoin de logements, parfois temporaires. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pareil, on a une crise de construction en ce qui concerne les FJT, les structures qui accueillent des jeunes en mobilité, qui ont un rôle important dans la redynamisation économique des territoires. Et je trouve dommage d'ailleurs que Madame la ministre soit partie tout de suite après son intervention, parce que je trouve que ça aurait été bien qu'elle soit là pour répondre aux questions, ou en tout cas entendre aussi les autres interventions. Voilà. Donc moi je représente la collectivité de Saint-Apollinaire en Côte-d'Or. Merci de votre témoignage. Madame la ministre, effectivement, avait un emploi du temps qui était très très strict. On a vraiment dû la libérer à 12 heures. Peut-être... Ah, je regarde du côté des mains qui se lèvent. Ça part dans tous les sens. Madame, je pense, peut-être... Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis maire déléguée d'un petit village. Et en fait, je ne sais pas si c'est une solution pour les grandes villes, mais en tous les cas, je pense que pour les villages ou même les petites villes, c'est peut-être une solution. J'ai fait déjà une intervention au niveau du ZAN parce qu'on parlait de zéro artificialisation des sols. Et en fait, ça nous bloque beaucoup parce qu'on peut en effet faire des petits logements. Alors, des T1, T2, ben, je crois que en fait, c'est ce qui manque aussi. Des petits logements mais par contre, voilà, les mairies pourraient acquérir un terrain
ou si elles ont un terrain, et faire de l'habitation légère. Alors bon, ça fait parfois rigoler parce on associe ça au tiny house, ces choses comme ça. Mais en fait, en autoconstruction, on peut aider des gens à faire des maisons. Pour 50 000 euros, vous avez vraiment un logement pour une famille. Et si les mairies peuvent faire des baux amphithéotiques, c'est-à-dire faire payer du location juste du terrain, peut-être 100, 150 euros par mois, et après ces petites maisons. Mais il faudrait pour ça qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues, qu'on puisse... voilà. Et je sais qu'il y a une association qui aide les collectivités territoriales, c'est leur rôle, pour faire... et ça s'appelle Hameau Léger. Mais vraiment, les petites collectivités, si vous avez envie de... Moi, chez nous, par exemple, on va faire un parc de 10 habitations comme ça. Voilà. C'est noté, habitation légère avec hameau léger, j'ai noté. Hugo Demaille, peut-être pour une dernière question avant, j'oublie pas de derrière. Il faudrait passer le micro de derrière aussi après. Pardon. Bonjour, Virginie Mur, maire d'un petit village en Alsace, Baldenheim. Évidemment, il faut construire des logements nouveaux. Inexcity a construit un lotissement chez nous, et heureusement, parce que ça nous a permis de sauver une classe. Mais il faut aussi penser à tous nos logements vacants, nos maisons vacantes qui sont vieillissantes, qu'on ne peut plus louer ou vendre en l'état. Et donc le soutien, il y a évidemment des aides financières, mais le soutien à la réhabilitation des logements est un vecteur très important dans les communes rurales. Et il ne faudrait pas l'oublier. Merci. Le volet réhabilitation, hein, on l'a entendu à plusieurs reprises, effectivement, donc ça, on le note. Oui, monsieur. Oui, pardon. Bienvenue. Merci à vous. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, monsieur Repentin, je tiens à vous le dire, mais comme celle du ministre, je la trouve très engagée et j'espère qu'on ira jusqu'au bout de cette problématique qui est essentielle pour notre territoire. Alors, je suis d'Anvers-Samama, maire du Pouliguen, une ville du littoral. Je suis aussi membre de l'ANEL, du conseil d'administration de l'Association nationale des élus du littoral. Et nous, en tant qu'élus du littoral, aujourd'hui, j'oserais dire qu'on est dans une situation, et ma commune est dans une situation quasi paroxystique, elle est quasiment expérimentale pour nos territoires. C'est-à-dire que si je dois un peu resituer la chose, nous sommes avec une perte démographique, faute de logement et surtout avec un accroissement de résidences secondaires, nous sommes dans une perte démographique quasiment de 1000 habitants tous les 10 ans. Nous fermons des classes d'école, 4 classes fermées en moins de 10 ans. Et j'ai 60% de ma population, et on parle de vieillissement, j'ai 60% de ma population qui a plus de 70 ans. Donc aujourd'hui, imaginez la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Et pour vous dire, le prix du mètre carré avoisine les 8 500 euros. Et en termes de taux de rotation, je suis à 3 ans d'attente moyenne pour obtenir un logement quand une demande est faite. 2 anecdotes, juste pour vous situer un peu la situation dans laquelle je suis. Je suis un jeune maire depuis 2020. La première élection que j'ai encadrée, j'ai eu des électeurs qui sont venus me déchirer leur carte et me la balancer à la figure parce qu'ils m'ont dit nous, on est obligé de dégager de la commune parce qu'il n'y a rien pour se loger sur place. Je suis aussi confronté à des actes de violence de plus en plus fréquents parce que, notamment en termes d'Airbnb, quand j'ai des gens qu'on ne peut pas loger sur mon territoire, que je ne peux pas garder, des résidents principaux, des familles qui sont là depuis 60, 70 ans, voire beaucoup plus, qui sont nées dans ma commune, eh bien aujourd'hui, je suis confronté à une situation qui est extrêmement compliquée. Alors, je vais juste vous donner 2 aberrations que j'ai vécues. Et je tiens à le dire, et c'est pour ça que je parle à tous nos interlocuteurs et à l'AMF, il faut qu'on redonne la main aux maires en termes de commission d'attribution. Je vous donne juste un exemple. Je n'ai pas de contact et je n'ai pas de lien avec Action Logement. Action Logement, aujourd'hui, dans une commission d'attribution, le bailleur n'a rien pu y faire, mais au titre de son contingent, Action Logement a placé une personne de 55 ans qui vient de Marseille, là où j'ai des jeunes actifs ou des actifs qui dorment dans les voitures, voire qui me harcèlent parce qu'aujourd'hui, ils travaillent au conservatoire intercommunal et ils dorment dans le conservatoire de manière illégale. Donc aujourd'hui, je suis en situation de crise sociale, de bombe sociale, et je l'ai dit au congrès de l'ANEL l'année dernière. Et deuxième aberration, j'ai axé toute notre politique sur une répartition sur toutes les opérations et les terrains sur lesquels nous avons une maîtrise foncière, sur 30% de logements locatifs sociaux, et donc en plus PLAI, et 70% en BRS. Donc j'ai saisi à
à plein bras l'outil du bail réel solidaire. Et puis aujourd'hui, je me trouve confronté devant la situation suivante. Eh bien, tout simplement, l'État refuse et me met des bâtons dans les roues pour que je ne construise pas ces 70% de bail réel solidaire sur la programmation de l'ensemble de mes opérations. Tout simplement parce que la loi SRU a un critère qualitatif qui impose de ne pas aller au-delà de 30% de bail réel solidaire, l'assimilant à du PLS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne peux pas aller au-delà de 30% de PLS sur un programme immobilier, ça veut dire que je réserve tout simplement 40% de l'accession libre. L'accession libre, 40%, c'est 8 500 € du mètre carré qui va aller vers des résidences secondaires. Donc, je dois vous avouer qu'au congrès de la LEL, j'ai écrit une lettre à M. Béchu, j'en ai parlé à M. Béchu, il y avait une suite qui avait été donnée, enfin en tout cas un propos positif, qui était tout simplement de voir non pas le parcours résidentiel aujourd'hui et le parcours du logement comme un parcours résidentiel, mais pour moi, il s'agit d'un véritable parcours sociétal qu'il faut placer dans une vision écosystémique en lien avec l'emploi, avec le tourisme, avec l'éducation. Et quand je vous dis ça, j'avais fait une proposition parce qu'on adore les acronymes dans notre pays, c'était le LAST, c'était tout simplement le logement au service du territoire. Et ça, c'était déjà de réformer les commissions d'attribution pour donner la main aux maires, mais aussi de modifier les conventions d'agrément. Les conventions d'agrément qui doivent être signées avec l'État, c'est de prioriser des professions, et c'est pour ça que je le lie aussi à l'économie, c'est de prioriser des professions en termes d'attribution de logements, notamment des infirmières, des aides à la personne, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire de mes personnes âgées sur mon territoire avec lesquelles il y a un moment où ils n'ont plus de solution de relogement. Et la deuxième chose, c'était de réformer le critère qualitatif, ce fameux critère qualitatif, sachant que ce critère, en fin de compte, est un élément extrêmement bloquant et inadapté à un territoire comme le nôtre, où je suis en zone tendue, surclassée, B1. Et aujourd'hui, très clairement, si on parle de logement à l'offre, eh bien, il faut réformer aussi ces petits points, en réalité, qui ne sont pas des réformes financières, mais qui sont des réformes, des mesures concrètes, opérationnelles, qui nous permettraient, nous aussi, des communes littorales, de bouger, parce que nous allons être dans une situation absolument, et nous y sommes dans une situation dramatique. Merci, monsieur le maire, pour ce témoignage. Alors, cette notion de bombe sociale à retardement, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, hein. À chaque fois qu'on parle de cette thématique au congrès de l'AMF, on a ce terme de bombe sociale à retardement. Avant de faire un dernier tour conclusif, une ultime question dans la salle. Madame, oui. Oui, bonjour, bienvenue. merci pour la qualité des interventions. Mathilde Sonzoni, maire de la Chambre, vice-présidente d'une petite communauté de communes de 8 000 habitants, en pied de station, près du chantier du Lyon-Turin. Moi, je voulais soulever différents freins au parcours de vie des habitants et aux possibilités qu'ont les maires. Le premier, on a démarré par l'analyse des besoins sociaux pour définir où on allait sur le logement, et on se rend compte que la loi ZAN va nous mettre des bâtons dans les roues, puisque chez nous, pour rester autonome, il faut que les gens soient à proximité des commerces. Or, le village où il y a les commerces, eh ben, il est très réduit en possibilité de construction, puisqu'il est dans un périmètre Céveso. Le deuxième frein qu'on a, c'est les prix, puisque là, on a dû préempter un terrain pour faire des constructions opaques. La préemption 250 000, l'opaque paye 110 000, sans compter les frais de démolition et autres pour un projet dont on a besoin. Pour information, 0 logements sociaux en plus en valeur absolue sur 25 ans, alors que notre population a monté de 20%. Qu'on a des jeunes qui ne peuvent pas se loger et qu'on a donc les salariés du Lyon-Turin qui arrivent. On a la chance d'avoir le fonds vert qui absorbe une partie du déficit foncier, sinon ça ne passerait pas en conseil municipal de faire sortir ces logements. Mais les petites communes, on n'a pas les moyens de racheter, de préempter pour pouvoir construire quand il y a le besoin. Ça, c'était un sujet. Deuxième sujet qui est sorti de l'analyse des besoins sociaux. Beaucoup de personnes âgées dans des maisons dont ils sont propriétaires, mais qui ont des revenus inférieurs au seuil minimum, donc qui n'envisagent pas de déménager. On a, sur mon village, plus de 25% de personnes qui ont plus de 75 ans. Et au niveau des logements sociaux, j'ai quand même 8 collectifs. Moins de 11% de demandes concernent des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas possible de mettre des ascenseurs. Ce sont d'anciens collectifs, et si on ne favorise pas l'accessibilité, on ne répond pas aux besoins.
Pourtant, les logements, ils existent. On a des personnes âgées qui pourraient libérer si on pouvait les reloger autrement. Et il y a probablement un parallèle à trouver. Mais clairement, là, actuellement, on a du personnel qui veut arriver à l'EHPAD. Ils nous demandent des logements, sinon on n'a pas le personnel qui arrive. Et on a un problème. Donc, on est au pied d'école, on a le ski, on a le vélo, on a tout ça. On a le train, on a le chantier. Mais pour des petites communes, les moyens sont très limités. Merci. La question de l'avancée en âge, effectivement, on le voit, est une des clés de la réflexion. Peut-être en guise de conclusion, je vois le temps passe, il est 12h34, 35 même. Charlotte Thibert, Thierry Repentin. Alors, Charlotte me dit que je m'exprime pour le groupe de travail, du coup, logement, habitat, hébergement. Je voudrais répondre quand même fugacement, je ne peux pas aller dans le détail. La question de la remise sur le marché de logements qui sont vacants, c'est une vraie solution dans les zones rurales. C'est une vraie solution aussi dans les zones urbaines denses, et notamment dans les centres-villes historiques. C'est plus difficile à investiguer car vous êtes face à des propriétaires privés et du coup la puissance publique a moins d'outils qu'elle n'en a qu'à l'égard d'un organisme HLM ou d'un dialogue avec un opérateur privé qui vient vous présenter un projet de construction neuf. Pour autant, il se trouve que je préside l'Agence nationale de l'habitat. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y a jusqu'à maintenant jamais eu autant de moyens financiers sur la réhabilitation de logements dans le parc privé, car il est plus en retard que le parc HLM en termes d'entretien. Vous aviez derrière vous, madame, des élus du massif des Bauges en Savoie qui sont partis, qui sont dans mon agglomération, sur lequel on fait des opérations pour aller chercher le logement vacant dans le monde rural. Je fais des chèques au titre de l'ANA qui vont de 15 à 150 000 euros. Si vous voyez ce que ça représente, pour la remise, pour accompagner des propriétaires bailleurs qui vont remettre du coup sur le marché des logements qui feront l'affaire de ces communes rurales et permettront d'avoir des familles à l'année et de repeupler les campagnes grâce aux dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc, je vous recommande d'aller voir si vous avez un point France Rénov' sur votre territoire. J'imagine que oui, parce qu'il y en a 760 qui sont sur le territoire national, avec une petite exception, je n'y suis pour rien, sur les Outre-mer, parce que ça dépend du ministère qui ne souhaite pas que l'ANA intervienne en complément de la LBU. Mais nous, on est prêt à le faire. Il suffit d'une disposition ministérielle et législative pour le faire. Il suffit de cet accord et on pourrait le faire. Mais il y a beaucoup d'argent, je vous assure, pour de la réhabilitation. On peut aller jusqu'à 80% de subvention, ce qui est énorme, pour un propriétaire bailleur. Et puis en plus, il y a même une prime de 5 000 euros dès lors qu'il s'agit de logements qui étaient vacants depuis plus de 2 ans, ce qui améliore encore le financement. Et vous pouvez, à titre de commune, de prendre une disposition, si vous voulez les aider, vous n'êtes pas obligé, permettant à ce que pendant 3 ans, par exemple, vous faites une exonération du foncier bâti sur des logements vacants ou sur des logements qui font l'objet de réhabilitation. Ça aide aussi à faire l'équilibre financier et à inciter nos concitoyens à rentrer dans ce dispositif. Il suffit d'une délibération au conseil municipal et l'AMF, à mon avis, est prêt à vous donner. Je l'ai fait moi-même, ça me coûte 500 euros par logement. Mais quand les gens ils font au moins 15 000 euros, pendant 3 ans, ils se disent « Ah ben, je vais payer moins d'impôts, du coup, je réfléchis et voilà ». Tous les petits ruisseaux font les grandes rivières, voilà, comme on dit chez nous. Alors, après, monsieur a posé une question par rapport à la comptabilité du BRS. Alors, le bail réel solidaire est un vrai dispositif, c'est une vraie niche pour resolvabiliser des gens pour lesquels le prix d'un logement nouveau, notamment sur les zones tendues, parce que le foncier est très cher, est inaccessible. Avec le bail réel solidaire, vous achetez un appartement, vous êtes propriétaire, sauf du sol, qui reste la propriété de l'organisme qui a fait. Souvent, c'est un organisme d'ailleurs qui est lié à un bailleur social qui existe sur le territoire. C'est très intéressant parce que ça fait diminuer de 25 à 30% le prix de l'acquisition. 50 chez vous, parce que vous êtes très tendu et parce que le foncier est très cher. Donc c'est une vraie solution. Pourquoi il n'est pas comptabilisé, je m'excuse de rentrer un peu dans le détail, au titre de la loi SRU. La loi SRU, elle a été faite pour s'assurer que partout sur le territoire national, les plus modestes puissent avoir
une chance d'accéder au logement. Une chance. C'est pour ça qu'il est indiqué que dans les programmes de réhabilitation, vous devez faire au moins 30% de PLAI, c'est-à-dire les logements sociaux les plus abordables financièrement, et au maximum 25% de PLS, parce que les niveaux de loyer, c'est presque le marché ambiant. Et le BRS, il est effectivement comptabilisé dans le PLS. Voilà, je ne pense pas que la loi bougera. Je ne veux pas m'engager là-dessus. En fait, c'est pour s'assurer qu'il y a un équilibre pour que tout le monde puisse se loger, mais on peut en reparler en aparté. Dans les petites communes rurales, je voulais aussi vous dire qu'on demande, nous, à ce que la plus-value soit partagée entre le propriétaire du foncier et le maire, la municipalité. Grâce à la magie de votre stylo, chers collègues maires, vous rendez certains de nos concitoyens quasi millionnaires. Ils ont un terrain agricole qui vaut 1 € du mètre carré, et grâce au PLUI HD ou le PLUI, ça dépend comment ça s'appelle chez vous, ben, le terrain il vaut 100 fois plus, parfois 200 fois plus, parfois 300 fois plus. Il y a une petite disposition qui a été adoptée il y a quelques années, qui permet par délibération du conseil municipal de faire qu'une partie du produit de la vente à l'occasion de la première vente du terrain vienne dans les caisses de la commune. Et c'est un argent qu'on peut réinvestir en quelque sorte pour favoriser la construction du logement social. Pour le moment, cette part de logements sociaux ou d'accession à la propriété, vous le faites comme vous voulez. Vous utilisez cet argent comme vous le souhaitez. Pour le moment, cette petite part, elle est faible. C'est 6,66% du produit de vente. Pourquoi 6,66 ? Il a fallu trouver un moment au Parlement une majorité qui accepte d'ouvrir un peu la porte. L'AMF demande à ce que la porte s'en trouve plus et que la part qui revienne aux collectivités locales sur la vente de terrain que vous avez rendu constructible revienne aussi en partie dans les caisses des communes. On continue à argumenter et nous ne désespérons pas d'obtenir un jour gain de cause, ce qui nous redonnera un peu de souplesse aussi. Et c'est très facile à expliquer à celles et ceux qui vont venir vous voir en disant c'est injuste, de leur dire que si leur terrain était resté agricole, il vaudrait 1 €, que là, il en vaut 300, et même si vous leur prenez 10% de 300, c'est quand même beaucoup plus que leur laisser avec 1 € le mètre carré. Désolé d'être un peu rapide, mais la question du logement est d'une très très grande complexité, vous le voyez, et il faut des outils qui soient adaptés à chacune des réalités de nos territoires. Ce que l'on demande aussi, je vais en finir par là, c'est qu'il y a un travail considérable qui a été fait sur le Conseil national de la refondation. Franchement, toutes les solutions que nous attendons sont dedans. Moi, j'aspire qu'à une chose, c'est que le gouvernement se saisisse de ce travail qui a été fait notamment sous l'égide de l'AMF. Voilà. Merci pour votre écoute. Désolé d'être un peu court, rapide, mais... Alors, nous sommes pris par le temps. On aurait vraiment souhaité 1 heure de plus. Je vois monsieur Ribaud, toutes mes excuses. Effectivement, on avait prévu plusieurs séquences. On prévoira peut-être l'an prochain 1 heure de plus. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous. Et je vous propose de effectivement s'en tenir là, en retenant la formule ministérielle tout à l'heure qui était « Le logement se situe au cœur de la vie des territoires ».